Il n'y a pas très longtemps, dans les Nations Unies, beaucoup de pays se sont levés et ont décidé. Il fallait choisir évidemment s'il fallait que les sanctions continuent sur Cuba ou pas. La grande majorité des pays qui participent aux Nations Unies ont dit fini. Cuba a payé son prix, il est temps de le libérer. 2 pays seulement ont refusé. Ils ont dit que Cuba doit rester sous les sanctions. Quel pays d'après vous? Avez-vous déjà expérimenté quelqu'un de fort dans un groupe? Quelqu'un de fort, d'assez fort, mais qui décide pour tout le monde. Un peu pour dire, puisque je suis quelqu'un de fort et que vous faites partie de mon groupe, de mon cercle, si je n'agrée pas, que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un ou quelconque personne, je souhaiterais que vous fassiez de même. Avez-vous déjà fait partie d'un groupe où il y a une personne qui domine sur les autres? Ce n'est pas officiel, mais c'est là quelque part, tout le monde le sait. Si tu déranges Patrick, ou si tu fais quelque chose que Patrick n'aime pas, certainement, sa réaction à ton égard, tu ne vas pas aimer. Pas seulement avec toi, il s'assurera que tout le monde te donne un traitement particulier. C'est-à-dire, Patrick, c'est le genre de personne qui, quand il est en froid avec une personne, avec Jonas par exemple, et que toi tu parles gentiment avec Jonas, il n'aime pas. Et désormais, il s'assurera que tu en subisses les conséquences. Si ce n'est pas le traitement de silence, il va s'assurer que tu ressentes ce qu'il ressent. N'est-ce pas? Nous, on a vécu ça dans les écoles primaires. Généralement, moi, à l'école primaire, on me bousculait. Hein. Je m'en souviens, il y avait un gars là qui nous intimidait tous. Grave. Hein. Il s'appelait Junior. Il intimidait tout le monde parce qu'il faisait des chutes, tout ça. Comment vous appelez ça? Des chutes. On avait peur de lui. Il avait des gros mollets comme ça. Tout le monde avait peur de Junior. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un gars qui en avait marre. Il en avait tellement marre. Son nom est Capi. Je n'oublierai jamais. Capi, un jour, s'est levé contre Junior. Il disait non. Aujourd'hui, tu vas nous taper, nous tous. C'est depuis ce jour-là que Junior a arrêté. Il a essayé d'intimider Capi, mais c'était fini. Donc, ce sont des histoires les gens de génération d'aujourd'hui, vous ne connaissez pas. Vous savez seulement comment insulter les gens sur Internet. Vous n'avez en réalité pas vraiment vécu la vie comme nous autres. Alors, les États-Unis d'Amérique de Donald Trump vient de faire un message très clair au monde. Trump a dit que peu importe le pays qui travaillera avec le Venezuela, ce dernier subira des taxes de 25%. Les États-Unis d'Amérique ne coopèrent pas avec le Venezuela. Les Américains disent, si quelconque pays achète le pétrole vénézuélien, ils iront 25% automatiquement sur tous leurs produits. Et leur relation avec les États-Unis ira en foi. Je répète, les États-Unis et le Venezuela ne s'entendent pas. Pour plusieurs raisons que nous allons expliquer juste après. Ils viennent de dire, si votre pays à vous, qui est un pays libre, on estime, décide d'acheter le pétrole du Venezuela, il y aura 25% de taxes sur ce pays et des sanctions qui suivent. We've been ripped off by every country in the world, friend and foe. We were taken advantage of like nobody's ever seen. And you saw what happened today with Venezuela. We did something with Venezuela, which is long in the making. And it's very substantial. C'est ça le monde dans lequel on vit. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme problème entre les États-Unis et le Venezuela, vous vous demandez certainement. Les États-Unis et le Venezuela sont entrés en froid depuis que le Venezuela a décidé de se retourner du capitalisme et d'embrasser un système socialiste. Les États-Unis capitalistes, vous comprenez, c'est la maison de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Donald Trump. C'est un peu genre, on se fait beaucoup d'argent, on peut se faire beaucoup d'argent aux États-Unis, pendant qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la pauvreté. C'est un peu comme la Covid, qui a rendu plusieurs personnes multimilliardaires. Les entreprises telles que, là où on vous pompe le truc là, le vin, ils ont fait des milliards de dollars en quelques jours. Pendant que la grande majorité de gens, en tout cas une grande partie, est en train de souffrir dans les mêmes terres. C'est ça le capitalisme. Le capitalisme, c'est un peu, il y a une pizza, La pizza est grande, n'est-ce pas? Mais une personne prend la pizza à 12 morceaux et il y a 12 personnes. Mais une personne dit, moi, je prends 8 morceaux. Vous partagez les 4 morceaux restants. Et la personne qui a pris 8 morceaux, ce sont les Jeff Bezos et les autres. C'est un peu ça le capitalisme. Le socialisme, on dit, bon, il y a une pizza qui a 12 morceaux, on va s'assurer que chacun prenne au moins un morceau pour que personne ne dorme affamé. Alors, quand le Venezuela s'est décidé de se tourner vers le socialisme, puisqu'ils sont évidemment parmi les plus grands producteurs de pétrole dans le monde, les États-Unis n'ont pas aimé ça du tout. Parce que les investissements américains, qui se trouvaient au Venezuela à l'époque, avaient été forfaités. Le Venezuela a pris beaucoup d'entreprises et a nationalisé ses biens. C'est-à-dire les entreprises dans lesquelles les Américains avaient investi, dans le pétrole, dans les mines, ont été directement objet de l'État, c'est-à-dire appartenant à l'État. Et c'est à l'État maintenant de distribuer à qui il veut, comme il désire, tout en priorisant les locaux, les Vénézuéliens. Les Américains étaient fâchés. C'est après ça
avec Hugo Chavez, qui a résisté farouchement aux États-Unis. Il a d'ailleurs appelé George Bush Satan. Il a dit le Satan, le diable. The president of the United States, the gentleman to whom I refer as the devil. Il a appelé les États-Unis le pays impérialiste. Après la mort d'Hugo Chavez, il y a eu Maduro qui a pris le pouvoir, qui aussi n'a pas freiné, en tout cas, son rhétorique de défense contre les États-Unis d'Amérique. We have defeated previous sanctions and we will defeat those to come as well, with work, creativity, love and patriotism. Alors le Venezuela a décidé, soudain, on ne veut plus de ça. Nous allons récupérer ce qui nous appartient et on va prioriser notre population. C'est comme ça que ça a commencé. Les Américains ont commencé à accuser le Venezuela de dictature. Ils ont accusé le Venezuela de ne pas respecter les droits de l'homme, les droits humains. Ensuite, on a parlé de tuerie et tout le bazar. Mais ce sont des histoires qui, dans le passé, apparemment n'existaient pas. Quand les Américains travaillaient là-bas, ils se faisaient de l'argent. Ils ont sponsorisé l'opposition au Venezuela. Ils ont payé de l'argent à beaucoup d'entreprises pour que le Venezuela tombe. On a même organisé une tentative de coup pour renverser le gouvernement. Donc aujourd'hui, M. Trump dit, peu importe le pays qui voudra travailler avec le Venezuela, pour acheter son pétrole, il y aura une sanction de 25% dans leurs produits. Donc l'objectif ici, c'est d'asphyxier le Venezuela pour que la population souffre, dans l'objectif qu'ils fassent tomber ou renversent leur propre pouvoir. Un peu comme ce que faisait la CEDEAO à l'égard du Mali, quand on a bloqué les portes, bloqué les ports, pour pas que les histoires entrent ou sortent. L'objectif, c'était d'asphyxier le Mali économiquement, moralement et mentalement, dans l'objectif que la population se lève et étrangle, si pas, renvoie les dirigeants. Mais le Mali a été assez fort, ils ont résisté derrière. Mais non, ce n'est pas la première fois, ce genre d'histoire. Ces genres d'histoires sont arrivés encore dans le passé. Nous savons que les États-Unis n'ont pas une très bonne relation avec Cuba, par exemple. Cuba, c'est là, vous voyez la carte. Très intéressant comme endroit. Beaucoup connaissent Cuba après Fidel Castro. Comment ça se fait que les États-Unis et Cuba ne s'entendent pas? Les États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, ils ont une base militaire à Cuba depuis très longtemps. Cette base militaire y existe malgré le Cuba. Donc les Cubains ne veulent pas que la base militaire soit au Cuba, mais les États-Unis ont forcé leur base au Cuba, dans un pays d'autrui. Mais ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et malgré le fait qu'ils aient leur base militaire au Cuba, ils ont quand même sanctionné le Cuba, qui ne peut pas commercer, qui ne peut pas acheter ni vendre, qui ne peut pas coopérer avec quelconque pays sur le plan économique. L'objectif, encore une fois, c'est d'asphyxier le pays au point où la population souffre et renverse son gouvernement. Et jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Ça a commencé dans les années 60 et jusque-là, ça n'a pas commencé. On va essayer de voir. Il y a une version officielle qui est la version américaine. On va essayer de voir la version cubaine pour comprendre un peu. Évidemment, quand vous parlez d'une histoire ou un problème, on n'écoute pas seulement ce que raconte Monsieur A. S'il y a deux personnes qui ont des problèmes, le juge écoute Monsieur A, écoute aussi Monsieur B. On va écouter aujourd'hui un peu ce qu'a dire Monsieur B, qui est Cuba dans cette histoire. À l'époque, l'Amérique latine, dans sa totalité, ou dans une grande partie en tout cas, a été colonisée par les Espagnols. Les Espagnols sont partis en conquistador, ils ont pris beaucoup de pays, l'Argentine et tout le bazar, à l'exception du Brésil. Ils ont pris beaucoup de pays en Amérique du Sud, y compris le Cuba. Donc le Cuba était sous contrôle des Espagnols. En 1953, les Cubains ont commencé une révolution, après avoir souffert comme les Africains. Ils ont commencé leur révolution pour se libérer. C'est là qu'il y avait Fidel Castro et plusieurs de ses amis, y compris Che Guevara, dont vous connaissez. Ce groupe de personnes s'était rébellé contre le gouvernement de Batista, qui était pro-américain à l'époque, mais sous l'influence des Espagnols. D'accord. Pendant que Fidel Castro arrivait et que les Américains ont remarqué que Cuba pourrait être une belle opportunité pour eux, les Américains ont envoyé leur bateau militaire appelé le USS Maine à Cuba. Pendant que le USS Maine partait à Cuba et que Cuba a été occupé par les Espagnols, l'USS Maine a explosé. Okay? On a accusé les Espagnols d'avoir planté une mine dans l'eau pour exploser USS Maine. Évidemment, d'autres personnes, d'autres investigations disent que USS Maine avait en soi des ammunitions ou des munitions, c'est-à-dire des explosifs, et qu'il y a une probabilité que son explosion n'a pas été orchestrée par des Espagnols. Il y a eu des possibilités qu'il y ait eu du charbon en feu qui a poussé cette explosion dans le bateau. Vous voyez, à l'époque, les bateaux se servaient du charbon pour bouger. C'est comme les trains, du train à charbon. Il y avait des bateaux à charbon. Donc, on dit qu'il y a une possibilité que ce bateau USS Maine, qui avait des munitions américaines et des militaires, ait explosé non pas parce que les Espagnols l'ont explosé, mais parce qu'il y avait un charbon en feu qui a explosé les munitions à l'intérieur. Ce sont évidemment des choses que vous pouvez vérifier sur Internet. Il y a plusieurs théories. Alors, les Américains ont saisi cette opportunité et ont déclaré la guerre aux Espagnols. Le président américain à l'époque, William McKinley, a déclaré la guerre à l'Espagne. Et c'est une guerre qui a fait 6 mois et les Américains ont pris le dessus.
Et après avoir fait ça, les Américains ont ravi aux Espagnols Cuba, Porto Rico et les Philippines. C'est alors là que les Américains se sont implantés. Et arrivés à Cuba, les Américains ont très vite commencé à faire du business. Ils se sont lancés dans le tabac, dans le sucre, dans le pétrole, dans le mining, dans les hôtels les plus huppés de Cuba appartenaient aux Américains. Ils ont totalement pris contrôle du pays. Je vous rappelle ici qu'à l'époque, il y avait déjà une guerre qui se passait. Il y avait déjà une rébellion de Che Guevara, Fidel Castro et les autres qui arrivaient dans Cuba. Ils étaient déjà en train de résister à leurs oppresseurs dans l'objectif de reprendre le territoire. Les Américains ont pris le dessus en attaquant et en récupérant la terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Cubains qui sont rentrés chez eux, cherchant leur indépendance, n'ont pas aimé ce qui s'est passé. Ils ont dit, nous voulons nos terres. Nous voulons nos entreprises. Nous voulons reprendre charge de notre pays. OK? Alors, en disant cela, c'est-à-dire ils veulent récupérer le tabac, ils veulent récupérer le pétrole, ils veulent récupérer les mines, ils veulent récupérer les hôtels. Donc, c'est un peu la même histoire qui s'est passée. On a demandé aux Américains de quitter. Ils ont nationalisé tout ce qu'il y avait là-bas. Les Américains se sont fâchés, mais ils ont refusé de quitter leur base militaire à Cuba. Ils sont restés là depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, ils y sont toujours. Qu'est-ce qu'on comprend de cette histoire pour récapituler? Très similaire au Venezuela où, après avoir nationalisé leur pouvoir d'achat, après avoir nationalisé l'industrie du pétrole, les Américains ont trouvé que le Venezuela était en train de challenger leur pouvoir. Parce qu'après ça, le Venezuela a commencé à coopérer avec l'Iran, la Russie, la Chine et d'autres pays, excluant les États-Unis. Donc sur le plan financier, ils étaient un peu poussés au coin et ils n'ont pas aimé ça. Ils ont enfin sanctionné le Venezuela. Avec Cuba, très similaire. Ils sont venus investir. Ils ont lancé dans le tabac, dans le pétrole, dans les hôtels et tout le bazar. Enfin, les vrais Cubains sont venus récupérer leurs terres, prenant ce qu'il y a à prendre pour donner pouvoir au nationalisme. Donc, accorder la chance aux Cubains pour profiter de ce qui leur a été conféré par le Créateur. Ils ont aussi été sanctionnés. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Cuba est tel qu'il est. En effet, il y a pas très longtemps, dans les Nations Unies, beaucoup de pays se sont levés et ont décidé. Il fallait choisir, évidemment, s'il fallait que les sanctions continuent sur Cuba ou pas. La grande majorité des pays qui participent aux Nations Unies ont dit « fini ». Cuba a payé son prix, il est temps de le libérer. 2 pays seulement ont refusé. Ils ont dit que Cuba doit rester sous les sanctions. Quel pays d'après vous? 2 pays ont refusé. Écrivez ça dans les commentaires. 2 pays ont refusé que Cuba quitte. Écrivez dans les commentaires, on va voir ceux qui sont super intelligents ici. Bref. Les États-Unis contrôlaient la télécommunication au Cuba. Donc, les entreprises de télécommunication, l'infrastructure était entre les mains des Américains. Alors, les Cubains voulaient récupérer. On va essayer d'apprendre une leçon ici. Très récemment, Donald Trump a accueilli dans la Maison-Blanche Zelensky pour discuter d'un probable cessez-le-feu en Ukraine. Il s'agissait ici que Zelensky signe un bout de papier donnant aux Américains 50% de leurs gains sous terre, c'est-à-dire de mines, tout ce qu'ils ont comme richesse souterrain. Vous voyez un peu, 50% pour finir la guerre. Sinon, prenez vos clics et vos claques, taillez-vous. We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. So we're looking to do a deal with Ukraine. C'était la raison pour laquelle Zelensky est parti. Parce qu'il voulait des assurances. Les Américains ont dit, les assurances, on n'en a rien à foutre. Tu nous signes 50% d'abord. Après, on voit le reste. C'est ça le capitalisme. Nos biens d'abord, notre gain d'abord, ce qui nous appartiendra d'abord. Qu'est-ce qu'on gagne de cette histoire? Partons de cette théorie. On regarde ce qui s'est passé au Venezuela. Les États-Unis n'étaient pas contents parce que le Venezuela avait nationalisé ce qu'il y avait comme bien, comme pétrole, comme avantage, mettant ainsi au coin les Américains qui s'y étaient investis. À Cuba, où les Cubains ont récupéré leur pouvoir d'achat, en récupérant l'industrie du tabac, de sucre, de pétrole, des hôtelleries et tout le reste. Ils sont jusqu'à aujourd'hui sous des sanctions incroyables. Regardez l'état du pays, regardez les infrastructures qui sont anciennes, des voitures anciennes. Les choses nouvelles n'entrent pas à Cuba du tout à cause des sanctions. Maintenant, regardons encore en Ukraine. On leur a demandé 50%. Si vous ne donnez pas 50%, la guerre va continuer et vous pouvez quitter la Maison-Blanche. Après avoir accepté de donner les 50%, on leur a dit on va repartager encore une fois les informations de renseignement avec vous. On va vous envoyer ce dont vous avez besoin sur le plan militaire pour continuer la guerre. Est-ce qu'avec ce données simplement, on peut dire que les Américains sont gentils avec ceux qui leur profitent sur le plan financier? Ça dépend de ce qui nourrit le capitalisme américain. Si vous nourrissez le capitalisme américain, vous êtes amis de l'Amérique. Si vous ne nourrissez pas le capitalisme américain, c'est-à-dire vous priorisez d'abord le vôtre, vous devenez automatiquement ennemi de l'Amérique. L'Afrique du Sud, je vous rappelle, si vous ne le savez pas, fait partie des pays restreints qui coopèrent encore avec le Venezuela. Ils ont des coopérations commerciales et énergétiques. Donc, ça fait partie des pays qui soutiennent ce régime que les États-Unis essaient de branler. Donc, c'est ça, les amis. En parlant encore une fois de ce que je disais précédemment, vous avez un ami fort ou un collègue fort ou une personne forte dans le quartier. Si vous faites ce que lui n'aime pas, vous avez des problèmes avec lui. Si vous parlez à une personne avec qui ils ont un froid, directement, ça sera la guerre.
Comment vous appelez ça? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donald Trump réussira-t-il son pari? Il a mis 25% sur le Canada, sur le Mexique, sur la Chine, l'Inde et beaucoup de pays et ça continue. Ne va-t-il pas s'attirer de la méchanceté et de la résistance de tout le monde? Sera-t-il à mesure de faire face à tout le monde? Il a aussi causé du déplaisir aux Canadiens et aux Européens. God bless.